Bonjour à tous et à toutes, vous retrouverez dans quelques instants le replay de l'enregistrement du webinaire concernant l'intelligence artificielle pour la formation et la communication. À la fin des 30 minutes de présentation, vous retrouverez également un condensé des questions et des réponses qui ont été apportées suite à ce webinaire. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À bientôt. Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire qui va débuter dans quelques instants. Nous aurons une durée de 30 minutes de présentation pendant lesquelles je demanderai à tout le monde de couper le micro et la caméra. L'ensemble de ce que vous allez voir va être enregistré et sera disponible après sur la chaîne YouTube de Mensa Île-de-France. Avant de commencer, je voulais vraiment remercier le comité régional qui m'a permis d'organiser et qui gère actuellement les entrées dans cette salle Zoom en temps réel. Alors, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui? On va parler de technologie. Est-ce qu'il y a une menace sous-jacente? Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle au contraire comme un assistant? La partie conception, comment l'IA peut nous aider à créer des contenus? La partie animation, voilà, est-ce qu'on peut créer un assistant live avec l'intelligence artificielle? La réponse est oui. Et enfin, les rapports humains. Quelle est la plus-value humaine que l'on peut ajouter à l'IA? Et inversement, est-ce que l'IA peut ajouter aussi une plus-value finalement humaine qui peut être finalement plus humaine qu'un être humain. On verra ça ensemble. Et pour finir, le droit, ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire avec l'intelligence artificielle. Pour me présenter dans les grandes lignes, je m'appelle Céric Vasseur, je suis conférencier formateur spécialisé en intelligence artificielle et robotique. J'ai aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience sur de nombreux projets en intelligence artificielle, en robotique. J'étais responsable de département informatique, consultant formateur, conférencier, chroniqueur et animateur d'événements liés aux nouvelles technologies. Petit détail, vous retrouverez mon adresse mail au début de ce slide. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez profiter de cette adresse pour m'envoyer vos questions. Technologie, menace ou assistant? Ouh, là, il va y avoir du lourd. Alors, pour commencer, une petite définition de l'intelligence artificielle. Voilà. C'est un mot, en tout cas une expression qui pose beaucoup de questions. Et on a répondu à cette question de qu'est-ce que l'intelligence artificielle en 1956. Dartmouth, pour être précis, on s'est posé la question, on s'est dit, voilà, comment on pourrait appeler ces machines qui apprennent à résoudre des problèmes qui habituellement sont résolus par des êtres humains. Alors, on est en 1956, les problèmes ne sont pas forcément extraordinaires, on n'a pas une puissance de calcul comme celle que l'on a aujourd'hui, mais déjà on se posait cette question, on a décidé d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Dès 1956, on a eu la naissance de l'IA, et en 1996, l'IA commençait à faire des choses que l'on pensait vraiment impossibles et incroyables, notamment réussir à vaincre le champion du monde en titre au jeu d'échecs. Donc Garry Kasparov face à Deep Blue d'IBM, pof, la machine a vaincu le champion du monde en titre. Ensuite, il s'est passé de nombreuses années avant qu'on arrive au deep learning. Il y a eu une petite zone, un petit trou d'air pendant lequel on n'a pas vu passer, en tout cas le deep learning, tout ce qui était lié au réseau de neurones était mis un petit peu de côté. Et il y a eu des compétitions, notamment ImageNet et d'autres éléments qui font que le deep learning est revenu au devant de la scène, notamment grâce à la puissance de calcul, à la quantité d'informations que l'on peut stocker sur une machine. Et ça a révolutionné, comme on connaît aujourd'hui, l'usage de l'intelligence artificielle, donc pour la détection d'images, la génération de textes et autres. En parlant de génération de texte, les réseaux de neurones, ce sont comme des boutons que l'on va tourner, avec très très nombreux boutons que l'on va pouvoir tourner un petit peu dans tous les sens pour pouvoir les configurer. Et il y a une architecture à respecter. On passe d'un modèle à un autre. Et parmi ces différentes architectures, il y en a une qui est sortie du lot, que l'on appelle les transformers. Et après, on s'est intéressé notamment au LLM, Large Language Model. Donc, ce sont des réseaux de neurones qui sont capables d'absorber une très très grande quantité de textes, d'informations, même d'images pour arriver aujourd'hui à ChatGPT et des outils comme DALL-E 2 et Stable Diffusion et autres IA génératifs qui permettent de créer du texte, de comprendre le sens d'un texte, mais aussi de créer des images à partir d'une simple description.
Ici, vous voyez dans les grandes lignes ce que l'on peut faire en communication et en formation grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on va essentiellement cibler la partie du haut, donc le texte. On va utiliser l'IA pour comprendre le sens d'un texte, pour créer du texte. Mais vous voyez que l'intelligence artificielle peut être utilisée différemment, notamment pour la voix. On peut retranscrire toute une réunion, toute une conversation, tout un échange de la voix et la transformer en texte. Et inversement, on peut faire parler la machine. Du côté image, on peut identifier des objets dans une image. Maintenant, avec un très très haut degré de finesse, on peut prendre en photo, par exemple, une carte électronique et identifier très rapidement quel est le composant à souder, à dessouder et autres, pour une formation, par exemple. Et vous avez aussi d'autres données brutes qui peuvent être utilisées aussi en communication, en formation. Ça va être des statistiques web, des ventes, ça peut être le panier d'achat de l'ensemble des consommateurs qui sont venus sur votre site Internet, mais aussi, pourquoi pas, des données de radar, de lidar dans un supermarché, un centre commercial, pour savoir où il y a des mouvements devant telle ou telle devanture. Comme je vous l'ai dit, on va essentiellement cibler ce webinaire sur la partie texte en haut et vous verrez qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à dire. Est-ce que l'intelligence artificielle est une menace? Alors, on entend dire, et il y a des raisons pour ça, qu'il y a des risques de désinformation, d'hallucination et de manipulation. Oui, l'intelligence artificielle peut aujourd'hui se tromper. Il y a notamment un avocat américain qui a demandé une liste de jurisprudence. L'IA n'avait pas d'informations à ce sujet, donc il a inventé, l'intelligence artificielle a inventé des informations, ce qui a fortement déplu aux juges. Donc il y a ce risque d'hallucination aussi, de création de textes complètement faux, complètement flous, et des risques également de manipulation. On a aujourd'hui aussi testé les différents chatbots pour savoir s'ils étaient plutôt de gauche, de droite, et je ne sais pas si certains ont assisté à la conférence que j'ai donnée avec Mensa Belgique sur l'IOB, l'Internet of Behavior, de comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour manipuler la population, les foules. C'est quelque chose qui existe, sur laquelle il faut faire très attention. Enfin, il y a la partie dépendance technologique et censure. Aujourd'hui, on a par exemple OpenAI. Si OpenAI ferme ses clés, chose qui aurait presque failli arriver il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut continuer à travailler? Le risque de censure, on peut maintenant aujourd'hui censurer beaucoup de contenus, mais qui choisit justement quelles sont les informations à censurer ou à ne pas censurer? On parle également d'un manque de transparence de ces intelligences artificielles, donc on ne sait pas exactement comment elles ont été construites et comment elles fonctionnent. Et enfin, le risque également de perdre son emploi. Beaucoup de personnes s'inquiètent, à tort ou à raison, de l'évolution de ces intelligences artificielles qui peuvent aujourd'hui écrire des romans entiers en quelques secondes, voire faire des œuvres d'art également en quelques secondes. Heureusement, il y a des solutions, en tout cas des pistes de réflexion. Sur la partie désinformation, hallucination et manipulation, on sait qu'on a aujourd'hui des nouveaux outils qui sont capables de sourcer, voire de vérifier. C'est ça qui est paradoxal. On a des outils qui permettent de vérifier la fiabilité d'une source. Donc, vous pouvez avoir tout un texte et demander à l'intelligence artificielle de vérifier paragraphe par paragraphe si l'information est vraie et de citer ces sources en vérifiant également que les sources soient fiables. Et donc, c'est avec cette relecture poussée grâce à l'intelligence artificielle, on peut vérifier davantage d'informations qu'on pourrait le faire finalement par un être humain. La partie dépendance technologique, aujourd'hui, on a des nouveaux modèles qui fonctionnent hors ligne et open source. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus obligé forcément d'envoyer vos données à OpenAI, à Microsoft, à Google. Alors, il y a encore malheureusement un petit hic, c'est que ces outils-là qui fonctionnent hors ligne, en général, sont moins performants que ce qu'on arrive à faire avec Bard ou ChatGPT, par exemple. Mais en tout cas, ça il commence à exister, ça commence à se développer, ça devient de plus en plus facile d'accès, moyennant un ordinateur assez costaud. Le manque de transparence. La plupart des modèles diffusent beaucoup d'informations sur comment ils ont été construits. On se rend compte qu'il y a encore quelques trous d'air, des zones un peu floues, mais la plupart des sources d'informations sont quand même
connu, même malgré ces flous. Et la législation en vigueur fait que petit à petit, on peut s'imaginer que la plupart de ces sociétés arriveront à expliquer davantage comment ils ont construit leur intelligence artificielle. Quant à la perte d'emploi, on se rend compte qu'il y a des métiers aujourd'hui qui deviennent plus accessibles et d'autres qui se créent grâce à l'intelligence artificielle générative. Un exemple ici pour vérifier des informations. Donc, vous avez écrit un texte, un discours, une formation, que sais-je, et vous avez indiqué qu'à un moment donné, la Lune tourne autour de la Terre. Donc, on demande à ChatGPT de vérifier cette information en citant une source d'un site Internet que l'on juge fiable et on lui demande un pourcentage de véracité. Donc là, il m'indique que, effectivement, la Lune tourne autour de la Terre, on est sûr à 100%, et on a vérifié avec le site de la NASA. Donc ça a l'air d'être assez fiable. Si je joue à pile ou face, la pièce tombera sur pile. Alors, l'Université de Californie nous a fait un petit texte sur les statistiques en mathématiques, ben, nous a dit que c'est vrai qu'à 50% des cas. Et enfin, la Terre est plate. Alors, je vais peut-être en surprendre certains, mais a priori, cette information-là ben, serait fausse. Et on retrouve effectivement une source qui a été citée par ChatGPT pour vérifier cette information. En bas, en plus, vous avez un petit résumé de chaque source d'information. Donc, l'IA ici a vérifié les informations, a cité ces sources et a indiqué un pourcentage de véracité. De l'autre côté, on peut se dire, bon, on va être un petit peu plus positif, on va se dire, OK, l'IA, c'est un assistant. Ça va être Nono, le petit robot. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, ce qui est très pratique avec un assistant comme Nono, enfin comme une intelligence artificielle générative, c'est la partie traduction, synthèse et résumé qui peuvent être adaptés pour des participants. Vous avez un participant qui parle allemand, anglais, espagnol, italien. Vous avez plusieurs outils qui permettent de faire de la traduction, et ceci quasi en vous avez également la possibilité de créer des synthèses, des résumés. Donc, si vous avez certaines personnes qui ont des soucis d'attention, par exemple, ou certains troubles, vous pouvez demander à l'IA de reconstruire tout ou partie du texte et vraiment au cas par cas. C'est-à-dire vous pouvez avoir un support complet déjà écrit et demander à adapter certains passages pour les participants d'une formation, par exemple. Ensuite, un gain de temps et une disponibilité qui est incroyable avec l'IA. Donc l'IA, on peut le faire fonctionner de jour comme de nuit. Donc ça permet d'avoir plus de temps aussi pour le cœur de votre métier, que vous soyez conférencier, formateur ou autre. Vous avez un outil qui fonctionne H24 et qui peut répondre aux premières questions que vos participants peuvent se poser, par exemple, ou servir de service après-vente ou de foire aux questions dynamique. Et enfin, l'IA sait résoudre des tâches de plus en plus complexes. Donc, c'est capable de créer un programme, d'automatiser une tâche sans aucune connaissance de programmation. Donc, je donne un exemple très simple. Vous avez une feuille Excel, vous vous souvenez plus très bien de la formule à saisir dans une cellule. Vous pouvez décrire à ChatGPT ce que vous voulez faire et lui demander quelle est la formule Excel. Il ne vous reste plus qu'à copier-coller. Et voilà, vous êtes le roi de la formule Excel. Alors, il y a que des contreparties dans tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à relire et vérifier le contenu créé. D'ailleurs, c'est indiqué dans la plupart des IA génératifs qu'il faut vérifier que l'IA peut se tromper. Voilà, on essaye de ne pas oublier en tout cas de vérifier. On sait que l'IA ne remplace pas les rapports humains. Voilà, pour faire un hug à une intelligence artificielle, c'est un peu compliqué. Ça ne remplace pas non plus un développeur humain. Il y a des risques de sécurité. C'est là où il y a également un paradoxe. C'est qu'avec l'IA générative, on peut créer du code qui peut contenir des failles de sécurité et en même temps, l'IA générative peut détecter certaines failles de sécurité dans le code. Vous avez des outils qui sont spécialisés comme ça. Donc, il faut savoir à quel moment et quels outils utiliser pour rendre le code fiable de ce qu'on est en train d'écrire. Je propose de passer au deuxième chapitre sur la partie conception, car je sais que certains d'entre vous sont déjà prêts ou ont déjà commencé à écrire des choses grâce à l'intelligence artificielle, notamment des contenus dynamiques et sympathiques.
Aujourd'hui, il existe toute une série de chatbots. Alors, vous avez ChatGPT, Bard, Claude. Vous avez Llama aussi avec le site llama2.ai de Meta. Vous avez, alors c'est très récent, vous avez ce qu'on appelle les GPTs. Donc, ce sont des petits chatbots qui sont associés à ChatGPT que vous pouvez personnaliser et partager. Donc, ça, c'est très nouveau et c'est quelque chose maintenant qui simplifie la création de chatbots. Et vous avez aussi la possibilité, alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça offre tout un panel de possibilités incroyables de créer votre propre chatbot associé à des API, à l'API par exemple de ChatGPT, de Bard ou de Claude. Et là, il faut quelques connaissances techniques, mais ça vous permet de vraiment faire un chatbot qui se connecte à toute votre interface métier, de faire des choses assez sympathiques. Il existe aussi des IA génératifs qui sont spécialisées. Alors, beaucoup d'entre elles sont associées aux API, notamment de ChatGPT, de Bard ou autres, et certaines sont vraiment spécialisées se sont spécialisées avec un dataset, un ensemble de données vraiment spécifiques, notamment pour les développeurs. Donc aujourd'hui, vous avez des IA génératifs qui sont orientés pour les développeurs, pour les copywriters, pour la création de PowerPoint, pour les psychologues, pour le droit, pour les finances. On voit une explosion, en tout cas, du nombre d'IA génératives spécialisées dans ces différents domaines. Dans les illustrations, pour les graphistes, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme illustration? Bah, vous voyez, le petit robot que vous avez qui est en train de peindre sur son canevas a été dessiné avec DALL-E 3. Donc, je lui ai donné le contenu de cette image, bah, de cette diapositive, et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux me dessiner quelque chose pour l'illustrer? Et donc, il m'a fait ça. Pour ceux qui se demandent si on peut avoir un résultat de qualité, vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc pour les illustrations, vous avez DALL-E 2, DALL-E 3 maintenant dans sa dernière version, Midjourney, Crayon, Stable Diffusion, Firefly, Ideogram. Si je devais en garder quelques-uns, je regarderais DALL-E 3 qui est assez facile à utiliser parce que intégré directement à ChatGPT, Midjourney parce il permet de créer des illustrations vraiment très très fines d'un point de vue artistique, vraiment très sympathique. Stable Diffusion parce qu'il est open source, donc on peut le faire tourner en local sur sa machine. On peut faire pas mal de choses avec. Firefly parce qu'il fonctionne avec Adobe. Donc là, on va avoir sous Photoshop, on l'a déjà en version bêta. Et Ideogram pour travailler du texte. Ça, c'est là où le bas blesse sur la plupart des IA, pour pouvoir ajouter du texte dans une illustration. Et finalement, je me rends compte que dans ces outils-là, mais en fait, je les garderai tous parce qu'ils ont chacun leur spécificité. Qu'est-ce que l'on peut créer comme contenu avec ces IA en termes de communication et de formation? Alors, on peut créer vraiment beaucoup de contenu. Alors, ça va de l'haïku au programme, aux articles, des poèmes, des documents de synthèse, des supports, des quiz, des exercices, des traductions, des corrigés. Et tout ça peut être généré automatiquement avec une IA, que vous ayez du contenu ou pas. Donc, l'IA peut créer du contenu. Vous pouvez avoir votre propre contenu et ensuite l'adapter, lui demander par exemple un quiz, de pouvoir vérifier le résultat d'un exercice, etc., etc. Voici un exemple d'une application qui est spécialisée, un service en ligne qui s'appelle TomApp. Donc là, je lui ai demandé d'écrire un support pour animer une formation, pour communiquer, pour apprendre à communiquer en équipe. Je lui ai juste décrit ça, voilà, fais-moi un support pour communiquer en équipe. Et il m'a créé automatiquement les titres de toute une série de diapositives. Et quand je regarde après, il m'a rempli chaque diapositive avec un texte à gauche, un titre en haut et à droite, une illustration en rapport avec le texte. Alors, dans cette version de TomApp, on voit qu'il y a encore quelques petits soucis, notamment d'illustration. On voit que le monsieur ici semble avoir deux bras qui partent au niveau du coude, et le texte est un peu plan-plan. Voilà, et ça manque de pep, ça manque de dynamique, mais si dans la minute qui suit, on vous demande un support à écrire sur PowerPoint, vous avez ce type d'IA qui est capable de faire. Et là, j'ai juste saisi une petite ligne de texte pour pouvoir faire ça. Vous pouvez imaginer qu'en prenant un peu plus de temps, vous pouvez avoir un support qui sera de meilleure qualité et beaucoup plus adapté à vos attentes. Un autre exemple ici avec ChatGPT, je lui ai demandé d'écrire un quiz sur Excel en 5 questions. Donc, il m'a écrit ce quiz. Dans les dernières versions de ChatGPT, dans les versions payantes, vous pouvez aussi fournir un PDF. En fournissant le PDF, vous pouvez lui demander de créer un quiz en rapport avec le sujet de votre PDF et il sera capable de créer votre quiz en quelques instants. Voilà ce que vous pouvez créer avec ces IA génératives. Je vous propose maintenant aussi de regarder ce qu'on peut faire en live, une fois qu'on a créé tous ces supports, ces quiz, ces corrigés, etc.
Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire des démonstrations pas à pas en direct. Vous avez un mode d'emploi, vous avez un logiciel, vous avez un exercice à demander et on peut adapter aussi ce mode d'emploi pas à pas en fonction de l'étape dans laquelle on s'est arrêté ou la connaissance aussi de l'utilisateur. Vous avez toute la partie langue et accessibilité. Donc, comme je l'ai dit, on peut le traduire en temps réel. On peut rendre accessibles des textes qui ne sont pas faciles d'accès pour certains troubles, par exemple. On peut explorer un sujet, créer des résumés, réviser. Donc, c'est un outil qui est assez formidable aussi pour faire des brainstorming, par exemple. Et enfin, vous avez toute la partie correction et entretien simulé. Donc, on peut corriger en temps réel certains types d'exercices. Et en tout cas, une chose que moi, j'aime bien faire aussi, c'est ce qu'on appelle les entretiens simulés. Donc, vous avez fait une formation, par exemple, sur, je vais dire, Excel. Et à la fin de la formation, vous faites passer un entretien d'embauche virtuel avec une personne des ressources humaines qui va interroger la personne sur Excel, comment est-ce qu'elle sait faire avec, quelles sont ses motivations, pourquoi pas en une dizaine de questions et vous avez l'IA qui est capable de poser des questions vraiment pertinentes à l'utilisateur en face et à la fin de créer une synthèse pour le renvoyer, par exemple, au formateur. Donc, c'est un outil qui peut être très, très sympathique. Ici, vous avez un exemple justement d'un entretien simulé. Donc là, on demande à l'IA de jouer le rôle d'un RH et de poser 5 questions et d'écrire une synthèse à la fin. Donc là, j'utilise un plugin qui permet de créer rapidement le personnage de RH sans avoir à donner tout un descriptif derrière, sachant que la question que j'ai posée juste en haut pouvait suffire pour créer un RH plus vrai que nature. Et donc là, je vois qu'il me pose une petite question, je réponds, voilà ce que j'ai fait par expérience, etc. Et question après question, comme ça, je peux creuser le sujet et avoir ma synthèse à la fin. Ici, vous avez un exemple de chatbot journaliste. C'est un peu le même principe. La différence, vous le voyez, c'est que ce chatbot est intégré directement sur un site internet, notamment le mien. Ici, on peut poser des questions à l'utilisateur, donc une dizaine de questions, et à chaque réponse, on va pouvoir poser une nouvelle question qui sera en rapport avec la question précédente, s'il y a un point à creuser. Et à la fin de la dizaine de questions, vous avez l'IA qui est capable d'écrire un article automatiquement en faisant une synthèse de l'échange qui a eu lieu entre l'IA et la personne qui est interviewée. Alors ici, on a un chatbot journaliste, vous avez aussi chatbot, pourquoi pas psychologue, un chatbot qui est capable de répondre à des questions métiers par rapport à votre site internet, dire voilà, quelle heure vous ouvrez, qu'est-ce que vous faites exactement comme activité au sein de votre structure, etc., etc. Et c'est ce genre de choses, en tout cas, qu'on peut aujourd'hui intégrer assez facilement sur son site web, bien que ça nécessite quelques lignes de code et quelques connaissances techniques. Mais il existe des services en ligne, dont j'en parlerai à la fin, qui vous permettent de faciliter ce genre de choses. En parlant de faciliter les choses, pour les personnes qui ont un compte ChatGPT+, vous pouvez créer ce qu'on appelle des GPTs, donc des chatbots qui sont facilement copiables. Donc là, ici, une fois qu'on a décrit ce que faisait notre chatbot, donc là, ici, il décrit mon site internet, ce que je fais dessus, je peux le copier et envoyer le lien à une autre personne qui va pouvoir converser avec le chatbot que j'ai entraîné. Donc c'est quelque chose de très récent. On va bientôt, je pense, pouvoir l'intégrer directement sur son site internet. Pour l'instant, c'est limité aux personnes qui ont un compte payant, donc que ça soit pour écrire le chatbot ou pour le lire, mais je pense que dans peu de temps, ça sera ouvert à beaucoup plus de personnes. Je propose de continuer sur les rapports humains et la plus-value humaine de l'IA. Alors, il ne faut pas oublier l'expertise du formateur et du communicant qui apporte déjà son support, par exemple une foire aux questions, des exemples, des textes, des corrigés, des exercices et autres. Et tout ça va permettre d'alimenter notre intelligence artificielle qui n'a pas la connaissance de notre formateur, qui n'a pas l'expertise en tout cas du communicant. Donc ça va permettre, comme j'ai dit, de pouvoir personnaliser et adapter le contenu, pouvoir permettre un accès et un soutien en continu, un engagement et des interactions en temps réel, et également améliorer l'efficacité et l'optimisation du temps. Le temps que l'on va gagner avec l'IA, c'est du temps qu'on pourra passer, par exemple, à parler avec les personnes qu'on est en train de former.
Ici, vous avez aussi un exemple où on peut donner un cadre, on peut donner des limites à l'intelligence artificielle, notamment pour éviter ce qu'on appelle le phénomène d'hallucination. Donc, on peut entraîner l'IA et pour lui dire, bon, voilà, attention, moi, tu vas parler avec la personne que je suis en train de former uniquement de tel et tel sujet. Si la personne pose une question sur un sujet qui est en dehors du domaine de compétences, à ce moment-là, tu vas lui dire, veuillez contacter le formateur pour plus de précision, chose qu'il est en train de faire ici. Donc, on peut cadrer la conversation avec une IA. Et je sais que vous voulez tous aller plus loin, vous vous posez des questions, notamment sur les techniques d'analyse. Alors, j'ai juste une petite fenêtre à déplacer. Voilà, comme ça sera mieux. Voilà, les techniques d'analyse et de personnalisation en communication et en présentation. Vous avez aujourd'hui la possibilité avec l'IA. Alors, l'IA n'est pas un psychologue, mais par contre, l'IA connaît et vous pouvez décrire aussi certaines techniques, certaines méthodes de psychologie, de neuropsychologie, et lui donner un texte pour vérifier si effectivement ça correspond à tel et tel cas de figure, donner des conseils. On peut par exemple aussi parler de psychographie pour pouvoir adapter un texte par rapport à la situation géographique aussi d'une personne, un individu. On ne va pas parler de la même façon à une personne qui habite la France, l'Allemagne, les États-Unis. Voilà, la culture n'est pas tout à fait la même. Certains mots-clés peuvent être mieux utilisés que d'autres. Donc tout ça, on peut le faire avec une certaine souplesse grâce à l'IA. On s'intéresse aussi à toutes les méthodes de communication avancées. Alors, vous voyez que tous ces points-là seront approfondis dans les sessions 2 et 3, petit teaser pour ce qui nous attend après par la suite. Voilà, en communication, on ne manque pas de méthodes. Vous avez beaucoup, beaucoup de méthodes. Vous avez la communication assertive, vous avez la communication positive, bienveillante, non violente, les méthodes DESC, et toutes ces méthodes-là, vous pouvez demander, par exemple, à ChatGPT de décrire une méthode, et s'il ne la connaît pas, vous pouvez lui expliquer. Et une fois que vous avez bien vu la méthode avec lui, pour être d'accord avec l'IA, vous pouvez demander à appliquer cette méthode à un discours pour pouvoir faire de la communication positive, la méthode DESC, par exemple, en communication non violente, etc., etc. On continue un petit peu dans la psychologie de ce qu'on peut faire avec l'IA. Il existe des biais cognitifs. On les connaît, l'IA les connaît aussi. Donc, il y a le biais de confirmation, l'effet de faux consensus, les biais de disponibilité. Et ce qui est très rigolo, bon, si inquiétant, hein, je l'accorde, c'est qu'on peut lui dire, voilà, j'aimerais vendre un grille-pain et j'aimerais que tu appliques un maximum de ces biais cognitifs dans une affiche, dans une annonce pour vendre mon grille-pain. Et l'IA va dire, OK, je vais vous écrire ça tout de suite. De la même façon, on peut adapter un discours. Donc, vous avez déjà une histoire qui est, ça peut être votre propre présentation, et vous voulez lui rajouter un petit peu d'émotion, un petit peu de piquant. Vous pouvez adapter un discours avec, par exemple, la roue des émotions. Ah, pareil, je donnerai plus de détails dans la session 2 et 3. Vous pouvez rajouter de la tristesse, de l'ennui. Bon, ça ne va pas être très vendeur, mais par contre, de la joie, de la sérénité, de l'acceptation. Et donc, vous avez l'IA qui peut vous faire des propositions et qui peut adapter très rapidement un discours pour ajouter des émotions au bon moment, voire même inversement, détecter ces émotions dans un discours et pour pouvoir mieux les doser, parce que si vous faites un discours très joyeux pendant 3 heures, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est bien, mais ça peut lasser quelques personnes. Alors ici, vous avez quelques exemples. Donc là, ici, on peut lui demander de décrire, comme je vous l'ai dit, oh, il y a une petite coquille aussi. Décris-moi la méthode de communication XXX et applique-la sur tel discours. Peux-tu faire une liste de biais cognitifs et l'appliquer sur la vente d'un grille-pain? Peux-tu estimer si un effet Barnum est associé au texte étudié? Ça, je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes. Raconter la fable du corbeau et du renard du point de vue de l'arbre. Adapter un texte pour qu'il puisse être lisible par une personne souffrant d'arachnophobie. Ça aussi, ça peut être très important. Vous avez la description d'une araignée, etc. Et le texte peut être adapté pour dire, bon, finalement, c'est une petite chose, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, pour éviter la panique de la personne. Peux-tu raconter la fable du corbeau et du renard en mettant l'accent sur un sentiment, par exemple la peur, la joie ou tout ce que vous voulez? Et une chose aussi pour les traitements par l'eau aussi, ça c'est très très pratique. J'ai parfois, lorsque je fais des événements, je peux avoir toute une liste de centaines, de 200, 300 personnes qui veulent se rajouter
ajouter sur mes réseaux sociaux et je ne sais pas lesquels ajouter en priorité. Et maintenant, je fais trier par ChatGPT, enfin avec un outil en tout cas que j'ai développé. Et donc, il peut regarder très rapidement parmi les personnes qui tentent de s'ajouter, quelles sont les personnes qui sont les plus intéressantes à ajouter en priorité en fonction de leurs questions, mais aussi en fonction de leur entreprise, intitulé de poste ou autre. Donc, vous pouvez trier et filtrer, par exemple, une liste de prospects très rapidement. Et avec tout ça, je sais que vous vous posez aussi la question de qu'est-ce que l'on peut faire avec en termes de droit. Alors, on arrive tout de suite. Donc, en termes de droit, il y a un cadre légal et réglementaire. Il y a les droits d'auteur, les propriétés intellectuelles, tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité, la protection des données et la confidentialité aussi des informations. C'est quelque chose d'important et je pense que vous posez beaucoup de questions dessus. Donc, la première chose à faire, le premier réflexe, c'est de toujours lire attentivement les licences d'utilisation des outils utilisés. Que ça soit ChatGPT, que ça soit Photoshop, que ça soit la suite Office, faites attention aux licences, surtout lorsqu'on va ajouter du cloud, lorsque l'on va ajouter l'accès à une intelligence artificielle. Faites très attention aux licences, voir ce que vous envoyez et sous quelles conditions vous allez pouvoir utiliser et vous accaparer tout ou partie de ce qui a été créé avec l'IA. Préciser l'utilisation de l'IA générative, généralement, c'est obligatoire. La plupart des outils qui permettent de créer du contenu vous indiquent de préciser qu'effectivement, vous avez telle image qui a été créée par une IA, vous avez du tel texte qui a été créé par une IA. Relire et vérifier le contenu créé, donc il en va peut-être même de votre responsabilité. Vous demandez une recette de tarte et à l'intérieur on retrouve des produits chimiques qui ne vont pas du tout. Vous pourriez être tenu responsable d'avoir diffusé une recette de tarte pas très alléchante. Et enfin, le RGPD, donc attention si vous collectez des données personnelles et si vous les envoyez à OpenAI, c'est pour ça que je donne quelques conseils en bas, je reviendrai. Vérifiez le contenu créé, donc même s'il paraît original, vérifiez qu'il ne soit pas identique à une œuvre existante. Si vous demandez à une intelligence artificielle de créer une histoire d'un petit prince perdu sur une planète qui rencontre une rose, un renard, il y a de grandes chances que vous plagiez un auteur existant. Donc faites très attention à ça. Enfin, il faut se conformer aux nouvelles législations, aux règlements européens qui sont en train de statuer sur ce sujet. Et comme je l'ai dit en bas, attention aux données personnelles, sensibles et tous les secrets industriels. Et pour ça, moi, je conseille, c'est d'anonymiser ou de pseudonymiser avant les traitements. Donc, si vous avez beaucoup de textes avec des données confidentielles, ben, vous remplacez les noms, les prénoms, les adresses par des choses fictives ou des identifiants pour pouvoir éviter de les envoyer directement à un tiers si vous n'avez pas forcément confiance en ce tiers. Attention au consentement des utilisateurs, la finalité et la limitation du traitement, et toujours penser à revoir ce que vous avez fait, contrôler ce qui a été fait avec l'IA. Alors, à qui appartient la création réalisée à l'aide d'une intelligence artificielle? À travers beaucoup de cas concrets qui sont en train de passer, en tout cas au tribunal aux États-Unis, de par le monde, on se rend compte que l'IA, finalement, n'appartient pas vraiment à qui que ce soit. C'est un peu comme jouer au Scrabble, on mélange des lettres, on vient de créer un mot et on se dit que l'IA, finalement, n'est pas l'auteur de ce mot. Il faut que ce soit un être humain qui soit derrière. La plupart des outils disent dans les grandes lignes que ce que vous créez, vous pouvez l'utiliser. Voilà, en gros que ça n'appartient pas forcément, ce qui a été créé n'appartient pas forcément à la société qui vous fournit le texte, mais c'est encore un petit peu flou, en tout cas sur certains points. En tout cas, il y a un début de réponse. Après, dans la suite, je vais le lire avec vous. Vous avez la législation des droits d'auteur qui varie d'un pays à l'autre. Donc, plus on va réussir à creuser le sujet, plus on aura de détails. En tout cas, c'est quelque chose qui est encore assez récent. Heu, Attention aussi à l'usage que vous en faites, ça va effectivement changer la donne. Si vous utilisez l'intelligence artificielle pour avoir une liste d'idées, une trame générale ou si vous écrivez tout un roman avec juste, 1 mot ou 2, ça va pas être la même chose. Donc, voilà, si ça vous inspire, ou si vous utilisez l'IA vraiment à 100 pour créer un contenu, c'est complètement différent. Attention aussi à la partie contribution humaine, enfin c'est pas attention, c'est noter, en tout cas c'est ce que j'ai mis en jaune fluo en bas, n'hésitez pas à conserver un historique détaillé de vos créations basé sur les échanges avec une IA. On considère aujourd'hui que plus vous allez apporter finalement de travail humain et plus le travail qui aura été fait
avec une intelligence artificielle appartiendra à un être humain. Donc pourra vous êtes associé. Et il y a des cas où certains artistes ont utilisé des IA, ont fait beaucoup d'échanges avec l'IA, mais n'ont pas pu ou n'ont pas voulu aussi prouver qu'ils avaient fait effectivement X échanges, X essais. Donc pensez à journaliser vos créations et avec ça, ben, vous mettez toutes les chances de votre côté pour dire, bah oui, effectivement, c'est moi qui l'ai fait. À l'aide de, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc, je voulais vous dire merci avec ce petit chaton. Vous voyez, on essaye d'attirer l'attention et un merci assez coloré. Donc, je vous propose, alors dans quelques instants, j'ai des petites choses encore à vous montrer. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés pour le support, vous pouvez m'envoyer un petit email. Vous avez mes coordonnées ici. Et si jamais, ça, c'est quelque chose que je vais passer dans le chat, c'est un petit questionnaire, voilà, pour savoir comment s'est passée cette présentation. Si vous avez des projets, si vous voulez venir aussi à la deuxième et la troisième session, je vais me permettre de faire un petit copier-coller, hop, clac, de ce lien et l'envoyer dans le chat à l'instant. Ça vous permettra d'y répondre dans quelques instants. Et enfin, vous avez les dates des prochaines sessions, la session du 5 décembre en distanciel et la session du 10 décembre en présentiel à Paris. Et au cas où, si vous cherchez l'inspiration, je vous ai donné l'idée d'un petit prompt en bas. Voilà, je viens de terminer un webinaire que j'ai apprécié. Peux-tu me proposer des questions à me poser des questions à son sujet afin d'écrire un mail de remerciement cordial et bienveillant à destination de l'organisateur ensuite. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je propose de passer, oh, je vois que je suis dans les temps, c'est super. Je propose de passer à la session de questions-réponses. Alors, l'enregistrement va continuer. Ce qu'on propose avec le comité régional, c'est d'enregistrer. Je ferai un petit récap, une petite synthèse de vos questions après, peut-être sous forme de vidéo ou simplement sous forme de texte. Comme promis, voici un petit condensé de vos questions avec mes réponses. Alors, parmi les premières questions qu'on m'a posées, c'est existe-t-il des projets pour accompagner des professeurs dans l'usage de l'intelligence artificielle générative? Il n'existe pas encore de solution officielle pour accompagner au niveau de l'éducation nationale, mais il y a différents projets qui existent avec France Éducation Internationale, avec le réseau Canopé, l'UNESCO, dont vous trouverez les liens ici. Ensuite, autre question, est-ce que j'ai un lien d'intérêt avec une société telle que OpenAI, Alphabet, Meta? Je suis entièrement indépendant de tous les fournisseurs des solutions que j'ai présentées. Alors c'est vrai qu'on va avoir tendance à parler un peu plus souvent de ChatGPT car aujourd'hui c'est la solution la plus performante et la plus connue, mais en tout cas je n'ai aucun parti pris et passer d'une solution à une autre, si une solution est plus performante qu'une autre, au contraire ça fait partie de mon travail que d'orienter mes clients vers les solutions les plus adaptées à leurs besoins et même sourcer et expliquer pourquoi une solution est meilleure qu'une autre. Les plugins sont disponibles uniquement sur la version payante de ChatGPT+. Alors pour le moment, oui, les plugins sont uniquement disponibles avec ChatGPT+. Par contre, il existe d'autres plugins, alors je ne sais pas si c'est ceux-là dont on voulait aussi parler, qui permettent d'intégrer ChatGPT dans Google Sheet, dans Excel ou dans votre navigateur, qui nécessitent une clé, une API. Alors comment on récupère cette clé? Il faut malheureusement à un moment donné créer un compte avec un numéro de carte bleue associé à ce compte. Alors je sais que ça peut faire peur, mais en même temps, quand on prend les précautions nécessaires, on peut même faire des économies. Au lieu de payer ces 20 euros, 20 dollars par mois à ChatGPT+, on peut associer cette clé, par exemple à une feuille de calcul Excel pour pouvoir avoir une petite fonction ChatGPT qui automatise des choses, et ça peut être financièrement plus avantageux. Donc c'est à vous de faire les calculs en croix pour voir si c'est plus intéressant ou pas. Ensuite, on m'a posé des questions, enfin plutôt une remarque, savoir s'il existait d'autres solutions que TomApp. Donc c'est une solution qui permet de créer des diapositives PowerPoint très rapidement. Donc effectivement, il y a Gamma App et je donne aussi une astuce pour créer, pourquoi pas, votre propre solution. Avec ChatGPT, vous pouvez notamment demander à créer un script. Donc ça peut être dans le langage de votre choix pour pouvoir alimenter automatiquement un PowerPoint ou un Google Slide. Vous retrouverez sur mon site internet un petit article à ce sujet qui vous explique les étapes à suivre.
L'intelligence artificielle pour le diagnostic médical, alors oui, parmi les solutions les plus connues historiquement, vous avez Watson d'IBM. Alors c'est un projet qui a été revendu depuis peu, qui est mis en pause, mais vous avez aussi des victoires notables de ChatGPT, et notamment un enfant qui était malade, qui avait vu 17 docteurs différents en 3 ans, sans avoir un diagnostic fiable, et finalement en faisant un condensé de ces différents diagnostics avec ChatGPT, on a pu trouver quel était le problème de santé précisément. Alors il existe aussi depuis peu un modèle open source qui s'appelle Dr Dignity, qui permet de diagnostiquer des petits problèmes de santé, mais attention, comme le dira ChatGPT et ce genre d'outil, ça ne remplace pas une consultation chez un docteur. C'est pour ça que j'ai précisé petit bobo. Pour le moment en tout cas. Pour information, j'anime aussi des séminaires sur le sujet de l'IA, la robotique en lien avec la santé, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Pour avoir une idée de la véracité de ChatGPT, est-ce qu'on doit citer les sources à chaque fois? Alors, si ChatGPT crée du contenu et que vous êtes expert sur le contenu qui a été créé, une simple relecture humaine suffit. Par contre, si vous ne maîtrisez pas les informations qui sont affichées, vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à éplucher, à demander à ChatGPT de vérifier paragraphe par paragraphe, page par page, de citer ses sources. Ça peut être même une plus-value pour vous que d'avoir des sources indiquées clairement dans votre document, des liens vers des sites internet. Et si vous avez une source, une information avec finalement peu de sources, ou en tout cas une information qui est très sensible, n'hésitez pas à croiser les informations et lui demander de citer plusieurs sources simultanément. Alors si vous connaissez un petit peu, si vous connaissez, si vous maîtrisez un petit peu Python par exemple pour créer du code, vous pouvez faire des choses assez sophistiquées en naviguant sur internet, en croisant plusieurs sources automatiquement sur des grands volumes de données. Sinon avec ChatGPT, par petites touches, vous pouvez arriver au même résultat. Ça sera plus long. Voilà, peut-être une motivation pour apprendre un peu à coder pour certains, en attendant d'avoir des solutions qui le fassent automatiquement. Ensuite, on va poser la question de l'open source contre les services en ligne. Alors l'avantage de l'open source, c'est la confidentialité des données et de pouvoir aussi maîtriser tout ce qui est censure et autres, ce qui peut poser problème. Par exemple, je parlais du milieu médical juste avant. Vous avez ChatGPT qui peut bloquer certaines informations médicales, ce qu'il considère que c'est en dehors de son scope de travail. Donc voilà, on censure certains passages et utiliser ce genre d'outil en local permet de modifier en tout cas et de ne pas être aussi dérangé par ce système de censure. Vous conservez l'information chez vous, donc vous avez différents outils. Vous avez GPT for All par exemple qui permet de faciliter l'installation de ce genre de modèle sur votre machine, et pour le reste aussi le problème ça va être un problème de rapidité. Sur un ordinateur en local, un ordinateur de bureau, pour créer une image par exemple avec Step Diffusion, ça peut être très très long, ça peut prendre 10, 20, 30 minutes, là où vous attendez que quelques secondes. Et ça va être la même chose avec l'équivalent de ChatGPT en local. Il va y avoir aussi une différence de qualité, vous n'aurez pas la même qualité de réponse et de compréhension avec la plupart des outils qui existent aujourd'hui, mais pareil, ça peut être juste une question de temps. Alors je parle d'un cas d'usage qui est intéressant, enfin que je trouve intéressant, c'est BERT et Camembert, que j'utilise personnellement en local, donc c'est assez rapide, ça prend pas forcément beaucoup de ressources, et ça permet d'anonymiser, de pseudonymiser des documents avant de les envoyer à ChatGPT ou aux API d'OpenAI par exemple, pour conserver la confidentialité des informations que vous transmettez. Quelle formation en intelligence artificielle conseiller? Alors, j'anime des formations très variées. Ça va dépendre de ce que vous cherchez. Si vous êtes chef de projet, si vous voulez un point technique sur la vision par ordinateur, sur tout ce qui est Natural Language Processing, le traitement automatique du langage, voilà, il existe tout un panel de formations très variées en intelligence artificielle. Est-ce que vous voulez un cursus complet ou des points très précis, très techniques? Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un cadrage par rapport à vos besoins. Sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des nouveaux métiers, il y a quelques temps qui n'existaient pas, comme data scientist, data engineer, et aujourd'hui, de nouveaux métiers apparaissent, comme prompt artist, prompt engineer. C'est vrai que les choses bougent assez vite. Après, en dehors de moi, si vous voulez vous former en intelligence artificielle, n'hésitez pas à contacter des grands centres de formation, leur présenter vos différents projets et voir avec eux pour cadrer justement les formations qui peuvent être les plus intéressantes
intéressante pour vous et n'hésitez pas à demander à contacter directement, petite astuce, voilà, à un moment donné, quand vous avez bien avancé avec différents centres de formation, à demander à contacter le formateur pour un petit cadrage. Voilà, les formateurs en général, les bons formateurs font ça et ça vous permettra de bien viser, de bien choisir votre formation. Alors, on m'a demandé aussi quelle est la date de la singularité. Je ne sais pas, j'estime juste que ça va tomber un 9 janvier, voilà. Je ne connais pas l'année exacte. Alors qu'est-ce que la singularité? C'est le moment où l'intelligence artificielle va s'emballer et va dépasser nos compétences humaines, va devenir entièrement autonome, etc., etc. Alors parmi les prochaines évolutions, je suis prêt à parier que celle qui va chambouler ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un équivalent en termes de disruption, si on peut dire ça comme ça, c'est l'arrivée d'un équivalent de ChatGPT pour les robots industriels. Les robots industriels aujourd'hui sont peu autonomes et on commence à développer depuis quelques années justement cette autonomie avec ce qu'on appelle les cobots, les robots collaboratifs qui travaillent avec des êtres humains. On rajoute de plus en plus de caméras, de senseurs sur les robots industriels, donc il n'est pas impossible que dans peu de temps on arrive à construire des robots qui soient de plus en plus autonomes. Avec l'arrivée notamment de nouveaux projets, de nouveaux venus sur le marché, on vient par exemple d'inaugurer la première usine capable de fabriquer en masse des robots humanoïdes. Donc ça fait très science-fiction, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et qui pourrait changer la donne lorsqu'on ajoutera une intelligence artificielle à ces robots pour les rendre très autonomes et très indépendants. Comment l'ordinateur quantique pourrait améliorer l'intelligence artificielle? Alors, nous vivons dans un univers quantique. Donc, lorsqu'on crée une simulation sur un ordinateur traditionnel qui n'est pas quantique, on a juste un aperçu, on a quelque chose d'un peu brouillon finalement par rapport à la réalité. L'ordinateur quantique change la donne. Donc, ça permettrait d'avoir des simulations vraiment très fines, très précises, beaucoup plus rapidement qu'avec toutes les technologies qu'on a, on va dire, traditionnelles. Et l'ordinateur quantique, grâce à l'intelligence artificielle générative, l'intelligence artificielle générative grâce à l'ordinateur quantique permettra de gagner en précision, en vitesse et peut-être aussi gagner sur le plan énergétique. On arrivera à faire développer des solutions qui consomment moins d'énergie que les solutions que l'on connaît à l'heure actuelle.